Bonjour et bienvenue au grand journal de la RFM. Au sommaire, les suites et conséquences judiciaires de l'affaire Ousmane Sonko, l'administrateur de PASTEF déféré au parquet. Ce matin, à l'Assemblée nationale, la commission ad hoc sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko s'est réunie ce matin. Nous serons à la place de l'hémicycle avec notre envoyé spécial Mohamed Ali Mouba. Campagne de vaccination anti-Covid-19 jour J-1 avant les premières injections. Étape très importante aujourd'hui, la mise en place du comité chargé de la transparence et de l'équité des opérations. Violence à l'université de Dakar. Nous sommes retournés sur place au lendemain de la saisie d'armes blanches dans les chambres des étudiants. Et puis notre dossier sur les nouvelles foi, tous ces nouveaux prophètes qui autoproclamés. Nous irons à Touba à la suite donc de l'arrestation d'un certain nombre de personnes qui voulaient instituer un nouveau tawaf autour de la mosquée de la ville sainte. Et pour boucler cette édition, il y aura notre rendez-vous avec deux experts sur un sujet d'actualité. Point de vue aujourd'hui sur les immunités et autres privilèges des juridictions dont bénéficient certaines autorités. Faut-il les réformer ? Prétexte la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko en cours à l'Assemblée nationale. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. D'abord l'affaire Ousmane Sonko dans l'un de ses volets au lendemain donc de violentes manifestations et des arrestations d'un certain nombre de responsables de PASTEF, les Patriotes, parmi lesquels l'administrateur du parti Souley Biram Diop qui a été déféré au parquet ce matin, ce que confirme l'un des avocats. Maître Babacar Ndiaye saisi, joint ce matin par Barthélémy Ngom. Pour le moment, ils sont tous à la cave. Je rappelle que, hormis Biram Souleye Diop, les autres ont été déférés depuis le vendredi au niveau du parquet. Et Biram Souleye Diop vient d'être déféré aujourd'hui auprès du procureur de la République. Les autres, hormis Biram Souleye Diop, avaient bénéficié d'un retour de parquet. Actuellement, ils sont au tribunal. Voilà, Maître Babacar Ndiaye, l'un des avocats. Donc, sur un autre volet, la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. La commission ad hoc mise en place la semaine dernière s'est réunie aujourd'hui sur le fond. Nous retrouvons à l'Assemblée nationale notre envoyé spécial Mohamed Ali Mouba. Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Alors, quelle est l'ambiance sur place et quelles sont les informations qui ont filtré? Oui, très rapidement dire cet appel de Cheikh Bara Dolly, le député de Bonbek de Bokugizki, et membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Ce député demande au président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, Serigne Cheikh, de démissionner à l'instar de Guirassy et de Cheikh Bamba Gueye pour ne pas faire partie de ceux qui vont livrer Ousmane Sonko aux juridictions pieds et mains liés. Alors, l'intéressé, le député du PDS, n'a encore rien dit. Il participe tranquillement aux travaux de la dite commission. Mais toujours est-il que selon des spécialistes du droit parlementaire, cela ne peut en aucun cas avoir d'incidence sur la suite de la procédure. La commission ad hoc étant régulièrement constituée avant la démission des parlementaires de l'opposition. Alors, la suite, on la connaît, la commission. Les 9 membres vont constater le refus du leader de PASTEF de répondre à la convocation. Pas de retour en arrière. Les députés ne sont pas remplacés. Un rapport sera dressé, rapport qui va atterrir à la plénière. Au cours de cette assemblée plénière, une décision va être prise à l'issue d'un vote, voter pour ou contre la levée de l'immunité parlementaire du député de PASTEF. Juste dire avant de vous rendre l'antenne qu'il y a un déploiement sécuritaire, mais relativement léger ce matin. Merci Mohamed Ali Mouba, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly du parti Bok Gis, député à l'Assemblée nationale également, demande à Cheikh Bara Dolly Mbacké, président du groupe Liberté et Démocratie, de démissionner de la commission ad hoc. Je vous propose de l'entendre.
Deux ont démissionné, il ne reste qu'un seul, en la personne de Serigne Cheikh Bara Dolly. Et Ousmane Sonko a clairement dit qu'il ne veut pas que ce dernier siège à la commission à son nom. Donc lui, Serigne Cheikh, doit démissionner comme Sonko a dit qu'il ne veut pas. Vraiment, je lui lance un appel pour qu'il quitte la commission ad hoc comme Cheikh Bamba Dièye et Moustapha Guirassy. C'est ce que Sonko veut, c'est ce que nous autres nous voulons aussi, dans la mesure où nous sommes dans le même groupe parlementaire. Ce qui est sûr est qu'il va démissionner parce que c'est le vœu d'Ousmane Sonko et c'est aussi ce que nous voulons, nous, du même groupe. Je pense qu'il ne doit pas nous tenir tête, même s'il est le président du groupe. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Reste l'actualité avec 5 parmi les individus arrêtés vendredi à Touba alors qu'ils voulaient faire la circumambulation ou tawaf autour de la grande mosquée ont été arrêtés ont été déférés au parquet ce matin. Ils sont poursuivis pour troubles à l'ordre public et charlatanisme, entre autres infractions. Détail avec notre correspondante Ambaké Marema Diop. Ils ont été déférés au parquet du tribunal de grande instance de Diourbel aux environs de 11 heures par les éléments du commissariat de Jannatou Mahwa. Ces 5 personnes, membres d'une secte appelée selon leur leader Diwanou Bamba Salou Kara, sont poursuivis pour les délits de profanation d'un lieu de culte, trouble à l'ordre public, manifestation illégale et charlatanisme. Rappelons que ce groupe de personnes avait fait une descente ce vendredi après la prière pour effectuer le tawaf à la grande mosquée de Touba. Des éléments du Daïra Moukhaddamatoul Khidma s'y était opposé, ce qui avait occasionné des échauffourées entre les deux camps. Marema Diop, Touba, RFM. 654 cas de viol ont été enregistrés au Sénégal en 2020. C'est une révélation de la directrice de la famille et de la protection des groupes vulnérables. Dr Fatou Ndiaye Dème indique par ailleurs que plus de 6000 enfants ont été retirés de la rue dans le cadre du programme initié par le ministère de la Famille. Elle était l'invitée d'RFM Matin aujourd'hui. Nous devons vraiment mettre l'opinion, mettre la population devant cette gravité des faits. Pour l'année 2020, nous sommes à 654 cas de viol inscrits au niveau des tribunaux. Et pour cela, dans ces cas de viol, nous avons eu des pertes en vie humaine. Je pense que des jeunes qui sont à l'aube de leur vie, des filles de moins de 20 ans, qui après un viol déjà, c'est assez dur, sont tuées, sont assassinés. Je pense que c'est quelque chose d'important qui appelle toute la population du Sénégal. Où en êtes-vous en ce qui concerne le programme de retrait des enfants de la rue? Surtout les talibés, on voit qu'ils sont toujours dans la rue. Est-ce à dire que le programme n'a pas donné les résultats escomptés, qu'il y a un échec? Il n'y a pas d'échec. C'est un programme qui se déroule avec le ministère et ses partenaires, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur. Je pense qu'avec les préfets et les gouverneurs. L'année 2020 a permis au ministère de retirer de la rue 6000 et quelques enfants. Et ces enfants retirés ont fait l'objet de retour en famille. Parce que pour le ministre, pour le ministère, et même je pense que tout le monde peut être d'accord, la place d'un enfant est dans sa famille. L'enfant, certes, devra recevoir une éducation. Nous sommes en phase avec l'éducation coranique. Parlons maintenant des armes blanches saisies à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Certains étudiants se disent surpris et déçus à la fois. Pour certains, il faut éviter les affrontements pour plus de sécurité. Pour d'autres, l'État doit veiller à la stabilité du temple du savoir en interdisant la politique sur le site. Reportage Salimata Aoua. L'entrée est filtrée au niveau des différents portails de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des étudiants se précipitent pour regagner les amphithéâtres. Sur la saisine des armes par la direction, Ousmane Aïrou Sow se désole de la situation. C'est un lieu de connaissance, quoi. On doit privilégier le savoir. Mais je pense ici, les armes là, c'est lié presque à la politique. Pour moi, c'est pas bon, quoi. On doit éradiquer ces armes là ici, dans ce milieu. Parce qu'à l'université,
Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour chercher du savoir. Et aussi les parents ont une espérance à leurs enfants. L'université ne doit pas être un temple où règne la violence. C'est à la limite décourageant, déclare Lamine, étudiant en 3e année de sociologie. En tant qu'étudiant, quand on dit à l'ICAD il y a l'insécurité à cause même des étudiants même, ça qui décourage beaucoup les étudiants. Ce n'est pas un acte responsable. Ce qui nous a amenés ici à l'ICAD, c'est du travail d'abord. Ça parle de la politique. La politique, c'est à l'extérieur. La politique, ça doit être fait à l'extérieur. C'est la peur au ventre que Ousseynou répond à nos questions. Il demande à l'État de réagir pour faire régner l'ordre et la stabilité. Le mieux, c'est de s'écarter de tout affrontement ou bien de rester dans les chambres, voilà, pour plus de sécurité. On doit privilégier le savoir. Mais je pense ici, les armes là, c'est lié presque à la politique que l'État doit renforcer. La sécurité. Une fouille à l'UCAD a permis de découvrir des armes blanches dans les chambres des étudiants, une découverte qui n'a pas laissé les autorités indifférentes, mais aussi les nombreux parents qui sont de plus en plus inquiets. Autre lieu de violence, retour au marché Castor après les bagarres notées ce week-end entre riverains et marchands ambulants. Les deux parties se rejettent la responsabilité. L'État et la mairie sont interpellés pour une solution définitive au problème. Reportage de Nafissatou Silla. Position de la mairie de Dieuppeul-Derklé, mais les riverains n'en ont pas la certitude après cet énième affrontement avec quelques marchands où les Matandiaï restent peu convaincus. À chaque fois, c'est pareil. Ils vont revenir dès que possible. Laissez-leur quelque temps, vous allez voir. Il faut que la mairie agisse pour de bon. Aïda, sa voisine, vient conforter ses propos. Tous les jours, c'est comme ça. On est tout le temps débordés. Il y a les marchands là qui viennent ici. On n'a pas de parking au garé. Quand ils sont là, il y a les embouteillages. Il y a du bruit, surtout le matin. Ils viennent ici vers 4h du matin. Donc là, si on pouvait nous aider à bien les contrôler. Parce que tout le temps, quand ils commencent, il n'y a pas de suivi. Ils viennent pour 2 jours, 3 jours, après ils laissent. Et puis s'ils laissent, après ils vont encore revenir. C'est ça le problème. La mairie qui veille au grain avec un important dispositif sécuritaire ne compte pas faire machine arrière cette fois-ci. Les riverains peuvent témoigner. Il n'y a personne pour perturber leur tranquillité. Il n'y a même pas d'embouteillage et les élèves sont allés tranquillement à l'école. Cette fois-ci, on ne va pas laisser passer. Ce matin, aucun débordement n'est noté. Les emprises sont libérées, mais les commerçants en question optent pour la négociation. Il le faut bien, sinon ça n'ira pas. Pour nous, on le sait. On doit même se réunir dans la journée pour savoir comment faire pour qu'il n'y ait plus de débordement. Et ça, il le faut bien. Le débordement du marché de Castor a toujours suscité des affrontements entre commerçants et riverains, et certains cas ont même atterri devant les tribunaux. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Venons-en maintenant au Covid-19. À la veille du démarrage de la campagne de vaccination, le Comité national de suivi et de contrôle des opérations de vaccination a été installé ce matin. Il est chargé de veiller au bon déroulement des activités à Wambaye. Le comité est présidé par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Parmi les membres, une dizaine de directeurs des différentes entités du département de la santé. Et ce comité est aussi composé par d'autres membres du secteur de la santé, comme le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, le coordonnateur du programme élargi de vaccination. Les organisations internationales aussi figurent sur la liste, notamment le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Sénégal, la présidente du comité consultatif de la vaccination au Sénégal, le secrétaire permanent du Haut Conseil national à la sécurité sanitaire mondiale. L'Alliance du secteur privé de la santé, l'Ordre des médecins du Sénégal, l'Ordre des pharmaciens du Sénégal, l'Association des Badianougor vont aussi participer aux activités de ce comité. Les présidents des délégués de quartier, le président des relais communautaires, 2 représentants des partenaires sociaux, 2 représentants de la société civile, le représentant de l'Association des journalistes en santé et en développement sont aussi sur la liste des membres du comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination contre la Covid-19.
La mise en place des 200 000 premières doses se poursuit sur l'étendue du territoire national. La région de Tambacounda va recevoir 5110 doses de vaccins contre le Covid-19. Ces doses seront reçues mercredi prochain et la campagne démarrera à compter du jeudi 25 février. Le temps de boucler la campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans 5 districts sanitaires de la région. Le médecin-chef, Dr Bayal Sissé, en tournée de supervision pour la riposte contre la fièvre jaune, est au téléphone. Nous avons fini de faire le recensement et très certainement le mercredi prochain nous allons recevoir 5112 de vaccins contre la Covid et que très certainement nous allons recevoir ça avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de bonheur, mais également avec beaucoup de responsabilité. Et là où je voulais communiquer réellement, que ces vaccins vont être distribués d'une manière transparente, d'abord au personnel de santé de première ligne. Et ensuite, véritablement, nous allons engager les personnes âgées de plus de 60 ans et celles-là qui présentent en tout cas des comorbidités. Vous comprenez qu'aujourd'hui, la région de Tamba est en pleine vaccination contre la fièvre jaune à travers ces 5 districts sur les 7. Donc, cette campagne de vaccination contre la fièvre jaune devrait se terminer le mercredi prochain. Et ensuite, le jeudi, on va continuer par la campagne contre la fièvre. Nous avons espoir, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous voyez la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Aujourd'hui, nous sommes à 64% en tout cas de couverture sur l'ensemble des 5 districts. Donc, c'est vous dire que véritablement, il nous reste encore 4 jours. Et très certainement, l'objectif de 95% sera atteint. Donc, nous n'avons aucun doute, d'autant plus que je venais de dire que ces vaccins, nous les recevons avec beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, tout le personnel de santé est excité même à être vacciné en première position pour montrer au peuple sénégalais et pour montrer plus particulièrement à la région de Tamba que c'est des vaccins sûrs et qui peut être une stratégie, en tout cas, qui pourrait aider à mieux contenir l'épidémie au niveau de notre région. La région de Fatick a reçu ses premières doses ce matin. Les personnes ciblées pour le vaccin sont appelées à accepter les injections. Les cas de Covid qui explosent dans cette région s'expliquent par le déni des populations par rapport à la maladie. Je vous propose d'entendre le gouverneur de la région, Mme Seynabou Gueye. Elle est au micro d'Aminata Goudiaby. Parce qu'on a eu à constater, à travers nos différentes réunions du comité régional de gestion des épidémies, qu'il y a toujours un déni qui est persistant. Si véritablement on se réclame d'une certaine religion, qu'elle soit de l'islam ou bien du christianisme ou bien même d'autres croyances, tous ces leaders-là ont déjà eu à lancer des messages dans ce sens-là. Parce que nous avons vu les khalifes généraux se mettre au devant, porter des masques et même avoir un discours allant dans le sens aujourd'hui du fait que les gens puissent non seulement observer les gestes barrières, mais qu'on puisse considérer que c'est une réalité qui est là. Et je sais que chaque jour, les statistiques que nous avons au niveau national, même au niveau de nos différentes localités, montrent à suffisance que la maladie est une réalité. Donc c'est ce déni-là qui explique que quelque part, il y a une certaine réticence. Et c'est pourquoi il est important, au niveau de nos leaders, surtout avec le ministre de la Santé qui s'est même porté, suivant certaines informations, comme volontaire pour être même vacciné. Si cette image-là passe, on peut espérer que les gens puissent comprendre que c'est notre seule solution pour faire face. En attendant les premiers résultats de la campagne de vaccination, l'épidémie de Covid-19 continue de gagner du terrain et de faire des victimes au Sénégal. 6 décès ont été enregistrés hier dimanche. Le point du jour présenté par le ministère de la Santé ce matin fait également état de 56 cas graves en réanimation. 172 nouvelles contaminations ont été relevées sur 1931 tests effectués. Il s'agit de 45 cas contacts suivis et de 127 cas de transmission communautaire. 12h19, le projet de loi sur le partenariat public-privé sera examiné en plénière par l'Assemblée nationale. Cet après-midi, ce texte va accorder une plus grande place au secteur privé local dans l'attribution des marchés publics. Les explications de Binta Diallo. Le secteur privé national pourrait bénéficier, grâce à cette nouvelle loi du partenariat public-privé, de financement lui permettant de réaliser les grands projets prévus dans le cadre du PAP 2A, une manne financière de plus de 2000 milliards de francs CFA.
Le nouveau cadre juridique et réglementaire permet également de dissocier l'entreprise nationale de l'entreprise locale. Il y aura en fait un seuil plancher qui sera réservé au secteur privé local. La part réservée au privé national sera relevée également, ce qui favorisera du coup la sous-traitance. Un contenu local va exister. Il ne s'agira pas à travers cette loi d'écarter les entreprises étrangères des marchés publics, mais la part belle sera réservée aux nationaux. Il s'agira de remettre l'économie nationale sur le chemin de la croissance. Beaucoup d'avantages avec la loi réformée, public-privé, mais également avec des risques, les surcoûts et une augmentation non maîtrisée de l'endettement. Entre autres. L'actualité internationale. Avec vous, Georges Déthié Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane. Au Nigeria, le crash d'un avion militaire fait 7 morts. L'accident s'est produit près d'Abuja. L'avion militaire menait une mission de surveillance au-dessus de l'État du Niger après l'enlèvement de 42 personnes mercredi, dont 27 élèves du pensionnat secondaire de Kagara. La cause du crash n'est pas encore connue, mais des responsables ont indiqué que le pilote avait fait état d'un moteur défaillant. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Et puis, notez qu'au Nigeria, toujours 53 otages ont été libérés hier par leurs ravisseurs. Ces 53 passagers d'un bus ont été kidnappés il y a un peu plus d'une semaine dans l'état de Niger. Dans le secteur de l'aviation toujours, les 128 Boeing 777 dans le monde équipés du modèle de moteur Pratt & Whitney sont immobilisés au sol. Une annonce d'une porte-parole de l'avionneur. C'est la conséquence du spectaculaire incident de Denver aux États-Unis. Une pluie de débris d'un Boeing de la compagnie United Airlines s'était abattue sur l'agglomération de Denver. L'avion qui venait de décoller avec 231 passagers et 10 membres de l'équipage a dû faire demi-tour en urgence après l'incendie de son réacteur. L'appareil a pu se poser sans encombre sur l'aéroport de Denver et aucun de ses occupants n'a été blessé. En RDC, l'ambassadeur d'Italie a été tué dans une attaque ce matin. Luca Attanasio est décédé des suites de ses blessures. Selon l'AFP, 2 autres personnes ont été également tuées pendant l'attaque, laquelle attaque armée visait un convoi du programme alimentaire mondial pendant une visite près de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Au Niger, on est dans l'attente des résultats du second tour de la présidentielle. Tard dans la nuit, le président de la CENI a commencé à donner les résultats des premières communes. La commission a 5 jours au maximum pour proclamer les résultats complets provisoires du scrutin qui s'est tenu hier. Second tour entre le candidat du PNDS au pouvoir, Mohamed Bazoum, et celui du RDR, l'ancien président Mahaman Ousmane. Le scrutin a été endeuillé dans la région de Tillabéri. 7 membres de la commission électorale nationale indépendante ont été tués. Leur véhicule a sauté sur une mine. En Côte d'Ivoire, le retour de Laurent Gbagbo serait-il imminent? En tous les cas, son parti s'organise pour son accueil. Une réunion est prévue à cet effet, rencontre au cours de laquelle la date du retour de l'ancien président ivoirien devrait être dévoilée. Gobia Yabi. Les choses se précisent concernant le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Assoadou, secrétaire général du FPI Tendance Gore Gbagbo ou rien, annonce à une réunion le 24 février 2021 à l'hôtel Palm Club d'Abidjan Cocody. À l'ordre du jour, la présentation du comité national d'accueil du président Laurent Gbagbo. Il invite à cet effet tous les membres du secrétariat exécutif à prendre part à cette importante cérémonie. Pour rappel, Assoadou avait été reçu le 6 janvier dernier par le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour discuter des dispositions pratiques du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ici Abidjan, Gobia Yabi, RFM. Hors du continent, en Birmanie, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue à travers le pays. Elles manifestent ce lundi contre le pouvoir militaire. Une journée donc de grève générale est observée contre le pouvoir malgré les mises en garde des autorités et la répression du week-end. Le Premier ministre canadien va s'entretenir demain avec le président Joe Biden. Ce sera en mode virtuel. La relance économique, le Covid-19 et le changement climatique seront au menu de cet entretien. Plus de détails avec Mahmoud Aïchendiaï. Justin Trudeau, qui avait été l'un des premiers dirigeants de la planète à reconnaître la victoire de Joe Biden et à lui parler, compte rappeler aux nouveaux locataires de la Maison-Blanche que le Canada est le principal client des États-Unis ainsi que le plus important partenaire de nombreux États. De plus,
Les entreprises canadiennes emploient directement plus de 725 000 Américains, selon le gouvernement de Justin Trudeau. Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des amitiés les plus solides et les plus profondes entre ces deux pays. Cette amitié repose sur des valeurs communes, des liens étroits entre des peuples et un espace géographique qui rapproche le Canada et les États-Unis. Selon le Premier ministre du Canadien, il déclare « J'ai hâte de rencontrer le président Joe Biden afin de travailler ensemble pour mettre fin à la pandémie de la COVID-19 et soutenir les peuples de nos deux pays », a annoncé Justin Trudeau, qui s'apprête à rencontrer Joe Biden virtuellement selon son communiqué. Il faut rappeler que la question des chaînes d'approvisionnement entre les deux pays ont été maintenues malgré les assauts de la crise sanitaire. Ici Montréal. Mamoudou Echende, Radio Futur Média. Et c'est la fin de cette page inter, Souleymane. Merci à vous, Georges Détiedio, puis il est 12h26 minutes. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes autour de la question suivante. Faut-il réformer les immunités et autres privilèges de juridiction dont bénéficient certaines autorités? Prétexte la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko en cours à l'Assemblée nationale. Nous serons avec le docteur Bara Amar, maître de conférence et assimilé en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et avec Thiamba Seck, ancien député spécialiste des questions parlementaires. L'actualité des sports, c'est avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Ligue des champions en Afrique, Teungueth FC croise le Zamalek ce mardi. Les joueurs de Teungueth FC se sont entraînés ce matin au stade de la Dior de Thiès. C'était à 10h. Leur entraîneur sera face à la presse à partir de 15h. À noter également que l'équipe égyptienne va s'entraîner à 16h sur cette pelouse du stade la Dior de Thiès. Mais pour Youssouf Dabo, après la défaite lors de la première journée de la phase de poule, il va falloir se ressaisir, surtout qu'on joue à domicile. Youssouf Dabo s'est confié à l'un de nos reporters. Il s'est également prononcé sur son avenir en équipe nationale au regard des nouvelles réformes amenées par la fédération qui interdit aux entraîneurs d'être entraîneurs de club et sélectionneurs d'une équipe nationale. Youssouf Dabo, que nous écoutons. C'est un sujet déjà, moi, qui ne m'intéresse pas parce que j'en parle jamais. Après, pour ceux qui y croient, ils ont peut-être raison d'y croire. Mais moi, je dis tout le temps que si ça permettait de gagner, déjà, on n'allait pas perdre le match passé. Et puis, le Sénégal même allait gagner beaucoup de CAN, ce qui n'est pas le cas parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pratiques de ce genre dans ce pays. Maintenant, moi, tout ce qui m'intéresse, comme je le dis tout le temps, c'est ce que je prépare durant la semaine avec mes joueurs parce que le langage que je tiens à mes joueurs, c'est le travail. Le travail, il n'y a pas autre chose. Écoutez, comme je le dis tout le temps, par respect à mes dirigeants, que ce soit au niveau de la fédération ou au niveau de mon club Teungueth, par respect à ces gens-là, il faut que ma décision, qu'ils soient les premiers en tout cas à être au courant. C'est pas en tout cas dans la presse que je vais venir pour dire que voilà, j'ai pris telle décision ou telle décision. Je vais en discuter avec ces gens-là et puis la presse aura le fin mot à la fin. Youssouf Dabo qui s'est également prononcé sur des accusations de pratiques mystiques lors des rencontres. Il a dégagé en touche, vous l'avez entendu. À noter également la suite des fins de la 8e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Ce sera cet après-midi une seule rencontre au programme. Keur Madior va affronter l'équipe de Amitié FC pour la CAN U20 qui se joue en Mauritanie. 2 matchs sont prévus dans l'après-midi. Le Ghana va jouer contre la Gambie. Après, la Tanzanie défiera l'équipe du Maroc. Basketball, après la compétition, place au bilan. Une compétition qui s'est jouée à Yaoundé au Cameroun où l'équipe nationale du Sénégal chez les hommes a obtenu 2 victoires plus une défaite pour cette fenêtre FIBA. Une défaite justement qui fait parler puisque c'est face à l'équipe angolaise. L'une des équipes donc qui peuvent créer des problèmes au Sénégal en phase finale. Mais pour Ousmane Diallo, entraîneur de formation à Dakar, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ousmane Diallo que nous écoutons. Faire 2 victoires, une défaite contre l'Angola. Je pense que c'est très positif pour l'équipe du Sénégal. Ils ont terminé premier de leur poule. Maintenant, ce qu'il faut retenir par rapport aux dernières fenêtres, c'est une équipe du Sénégal où nous sommes à une période de transition sur l'effectif. Le Sénégal a mis beaucoup de jeunes dans cette fenêtre, donc l'équipe a beaucoup changé. Mais je pense que l'entraîneur Padi Gueye et les jeunes ont eu à faire une très bonne prestation pour ce tournoi. Maintenant, par rapport au premier match, c'était une équipe, je pense que le Sénégal a fait l'essentiel. Au début, il fallait
voir l'effectif, chercher, donc essayer de retrouver un peu le jeu. Aussi au deuxième match, il faut le dire, le Sénégal a été vraiment trop fort. Maintenant, le dernier match contre l'Angola qui n'a pas marché, il faut le dire. C'est vrai que le Sénégal a manqué. Il n'a pas eu de réussite dans ce match, beaucoup de pertes de balles sur ce match. Mais je pense que c'est un match où il faut voir positivement parce que le Sénégal était, quel que soit le résultat, terminé premier de la poule. Mais par contre, que l'Angola était dos au mur, l'Angola était obligé de gagner donc pour pouvoir se qualifier à l'Afrobasket. Donc l'Angola avait plus de motivation et d'engagement dans ce match par rapport à leur qualification à l'Afrobasket. Bien que je pense que ce n'est pas un alibi qu'il faut prendre parce que le Sénégal. Mais je pense que ce match va nous permettre de voir beaucoup de choses par rapport à la suite de l'équipe. Ce que je retiens, il y a eu beaucoup de bonnes choses dans ce tournoi. Voilà, Suleiman, c'est la fin de cette page des sports. Merci, Malal Junior Diagne. RFM, reportage. Je vous le disais dans les titres, de plus en plus des sectes se dévoilent au grand public. Pourtant, le phénomène est loin d'être nouveau. Il existe actuellement plus de 83 sectes connues au Sénégal. Entre liberté de culte et garantie de l'ordre public, c'est un problème difficile à gérer pour l'État. Un dossier réalisé par Anna Rocha. De celui qui s'autoproclame prophète Issa à Touba, à Baba Mbakerou de Kolda, passant par Seyda Zaman à Dakar, le phénomène des sectes est en réalité très vieux. C'est en fait une évolution naturelle des religions, analyse Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Vous savez, depuis la nuit des temps, ce phénomène a traversé toutes les religions, aussi bien dans l'islam que dans le christianisme. Nous avons eu ces millénarismes qui se sont manifestés. Et il faut placer cela, je crois, dans le cours naturel de l'évolution même du phénomène religieux. Au Sénégal, bien avant les récentes polémiques sur Seyda Zaman, nous avions eu une prophétesse déclarée au nom de Ndiaye Modi Grando. Le même phénomène s'observe à travers les églises dites du réveil aujourd'hui. Toutes sortes de cultes fleurissent depuis des années sur le continent africain qui promettent monts et merveilles sur terre ou sur ciel et enrichissent les gourous qui les répandent. Il faut savoir qu'il existe actuellement pas moins de 83 sectes connues au Sénégal. Révélation du spécialiste en sociologie des religions, Mohamedou Mansourdia, également enseignant-chercheur à l'Université virtuelle du Sénégal. Il y a l'émergence des sectes ou ce que certains sociologues appellent les nouveaux mouvements religieux. Les sectes s'articulent autour d'une personne. Or, les religions révélées s'articulent autour d'une institution. À Touba, ce n'est pas un mouvement isolé, ça s'inscrit dans un mouvement très généralisé, dans ce qu'on pourrait appeler une prolifération des sectes. Question, comment l'État peut-il gérer tous ces phénomènes? Ces problématiques, avoue le fondateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique, Bakary Samb. Nos États, comme vous le savez, sont dans un paradoxe. Ils sont laïcs dans leur constitution et doivent être à équidistance des groupes religieux, mais en même temps, la gouvernance du religieux s'impose, dans le sens où il faudra à chaque fois délimiter la frontière entre liberté de culte et garantie de l'ordre public. À Kolda, cela a été à l'origine de heurts et de menaces, et nous n'étions pas loin des terrains d'affrontement comme en Guinée voisine, où ces phénomènes ont abouti à des heurts parfois avec usage de violence. Il faudra une véritable réflexion sur ces mutations. Les deux spécialistes de la question appellent à la vigilance. Ces phénomènes qui entraînent parfois des affrontements peuvent nuire à la cohésion sociale. La presse de ce lundi 22 février 2021, lue et commentée par Georges Déthié-Diop. Journée quelque peu décisive dans l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. Réunion ce lundi de la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF. Problème, Ousmane Sonko ne va pas déférer à la convocation. Les députés Cheikh Bamba Dièye et Moustapha Guirassy ne vont pas non plus participer aux travaux. Ils ont démissionné de la commission ad hoc parce que, disent-ils, ils refusent d'être complices d'une mise à mort d'un député sans aucun élément probant. Ainsi, Vox Populi affirme que Guirassy et Bamba Dièye claquent la porte. Le journal Le Quotidien parle de politique du siège vide. Wolf Quotidien de confusion totale. Pour l'AS, la commission ad hoc est mise à rude épreuve. Mais il n'y a pas de quoi fouetter en chat ces démissions si l'on se fie à l'Observateur, n'auront aucune incidence sur la suite des travaux. Le journal rapporte ainsi des propos du député à une soirée qui rappelle que lors de la procédure de levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Ababakar Sall, Maître Madické Niang avait démissionné et cela n'avait pas empêché les travaux de se poursuivre. Ce qui sans doute fait dire à Abdou Mbow dans Vox Populi qu'il n'y a rien
rien de nouveau sous le soleil. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale affirme dans le quotidien que cela n'aura aucun impact. Et ces révélations de Aïda Mbodj, dont Vox Populi et l'Observateur se font l'écho. Dans le grand jury de RFM, la parlementaire a dit croire qu'à un certain moment, le complot pourrait se fissurer. Selon elle, un des avocats de Ousmane Sonko a reçu un SMS. Le SMS qui avait planifié la stratégie qu'on avait élaborée contre Sonko a bel et bien dit, voilà, DSK, on va le traîner dans la boue, mais pas de condamnation parce que ça risque de chauffer le pays. Le SMS, souligne-t-elle, était destiné à une autre personne, mais on s'est trompé pour l'envoyer à l'avocat de Ousmane Sonko. L'avocat de Adji Sarr, lui, parle dans les Échos. Maître Abdou Diallo Kane confie qu'ils sont confiants et ils ont toutes les preuves. Dans l'entretien accordé à mon confrère, l'avocat d'Adji Sarr souligne que devant le juge, la personnalité de Sonko n'aura pas son pesant d'or. Des nouvelles des proches de Sonko arrêtés à la suite des manifestations du 8 février dernier, les Échos nous apprend que l'administrateur de Pastef, Biram Souleye Diop, en garde à vue depuis vendredi, va être déféré au parquet aujourd'hui. Quant à son épouse, Patricia Ngandoul, elle sera à nouveau conduite au parquet en même temps que Abbas Fall, coordonnateur de Pastef à Dakar. Cette affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr, vue par Adama Faye, beau-frère du président de la République, Tribune indique que Adama Faye tire sur les politiciens. Dans une note rendue publique hier, il souligne que les hommes politiques ont dans ce dossier l'occasion rêvée pour rendre digne cette mission noble qui est de faire de la politique au sens véritable du terme. Selon lui, les députés ont la possibilité d'intercéder au profit de leurs collègues. Adama Faye clame, je le cite, celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre, sûr que certains hauts d'en haut se garderont de le faire. Tribune s'arrête par ailleurs sur l'opération de sécurisation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des coupes-coupes, couteaux, gourdins, entre autres, découverts au campus social dans les chambres des étudiants. Ce que confirme l'Observateur. Selon mon confrère, tous les pavillons ont été fouillés de fond en comble. Des étudiants ont été surpris dans leur sommeil, des armes sous le lit. Le chef du département de sécurité de l'UCAD explique dans le journal cette opération de sécurisation. Sadio Ndiaye souligne qu'ils ont rencontré de la résistance aux pavillons F et B. À la lumière de tout cela, l'Observateur traite ce matin de la violence physique et verbale à l'université. D'anciens leaders du mouvement estudiantin donnent leurs avis sur le sujet. Mamoudou Diop Decroix croit savoir que c'est l'argent et le recul de la formation politique qui ont favorisé les comportements malheureux à l'université. Quant à Modou Diagne Fada, il précise que lorsqu'ils étaient à l'université, très rarement, ils ont brandi des armes blanches contre des camarades étudiants. Ndene Mbodj, lui, note que la politique ayant naturellement bon dos, sa part de violence est plus audible. La santé maintenant avec le vaccin contre le Covid-19. Source A, qui se fonde sur les informations à sa possession, fait savoir que le ministre de la Santé sera le premier Sénégalais à se jeter à l'eau en prenant sa dose de vaccin dès demain mardi. Abdoulaye Diouf Sarr qui déclare que la vaccination est la seule solution pour endiguer la maladie. C'est pourquoi, dit-il, tous les leaders d'opinion vont se mettre dans ce combat pour faire en sorte que ces rumeurs ou des lobbies anti-vaccins ne détruisent pas leur stratégie. Dans le quotidien national Le Soleil, le ministre de la Santé rassure que tous les Sénégalais qui le désirent seront vaccinés avant 2022. Il fait aussi savoir que le président Macky Sall se fera vacciner parmi les premiers. À la une de Libération, l'arrestation du capitaine de la pirogue transportant des migrants qui avait chaviré au large des Almadies, faisant au moins 31 morts. C'était en octobre dernier. Pape Madoumbeng était pourtant déclaré mort. Selon Libération, il préparait un autre voyage avec 80 candidats à partir de Kafountine. À vos kiosques et bonne lecture.